Recevez nos salutations les plus chaleureuses en ce deuxième numéro de C'est Midi, saison 6. Bienvenue à l'école de la vie, bienvenue à C'est Midi et on le dit ensemble, C'est Midi, c'est... Maintenant! C'est Midi, c'est... Maintenant! C'est Midi, c'est... Maintenant! C'est Midi, c'est... C'est ce qui arrive. Belle complicité tout de même avec mon public. Nous sommes en phase, nous sommes en harmonie et nous sommes très très heureux de savoir que vous êtes de retour et que vous êtes contents de nous recevoir. Merci de bien vouloir nous applaudir. Merci infiniment au fan club C'est Midi. Et à toutes ces personnes qui nous regardent, merci en tout cas de renouveler votre confiance vis-à-vis de nous. Je vous présente tout de suite la team du jour. Vous l'avez vu hier, certainement, le grand acteur et comédien. Bienvenue, Neba, qui est des nôtres désormais. Et voilà, juste à côté... Non, 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 je ne suis pas satisfaite. Non, 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 ce monsieur a trop donné à la culture ivoirienne pour qu'on l'applaudisse de la sorte. Ah ben non! Et successivement, nous allons donc saluer Alissar Zena, Marie-Paul Adjé, Marie-Paul Adjé, Jean-Michel Ona et Dr Philo. Merci beaucoup, chacun son travail. Ça, c'est du tien-tien. Moi, je suis la boue. Poto, poto. Voilà, chacun son travail. Merci beaucoup. Alors, merci. Ça va vous? Doyen, ça va? Ça va, je peux faire tout? Non. Soyez audacieux quand même, doyen. Non, mais car ne soyez pas surpris, au fait. Non, la jeunesse est là, au fait, désormais, vous savez, il n'y a plus de travail sur la terre. Avion même a coupé tout l'espace aérien. Maintenant, j'ai décidé d'être... au fait, je suis regardiste. Au fait, nous, on travaille la terre. C'est-à-dire, on allait chercher travail sous la terre. C'est nous, on débouche vos caniveaux, là. Voilà, c'est ça qui est regardiste, les regards. C'est ce que je fais désormais. Si vous regardez, quand vous regardez ça, là, temps normal, c'est pas mon travail. Ça s'impose à moi. Quand tu regardes ça, là, même, quand vous regardez ça, là, ça, c'est le dossier. Moi-même, je devais être maire. Mais c'est pas ici qu'on va pas me voter. Voilà, ça. Ils ont écrit quoi ici? Payer. Payer, voilà, donc c'est le chose. Voilà. Non, il n'y a plus, c'est tout. Quoi? Regardez là. Voilà, merci beaucoup. Merci d'aller vous chercher, c'est important. Merci infiniment, Dr Philo. Mon matériel est là. Et vous le savez, très souvent, on dit dans la vie que pour être heureux, pour pouvoir s'épanouir dans un métier, il faut choisir un métier pour lequel on a une certaine passion, un métier qu'on aime. Mais des fois, les circonstances de la vie font qu'on est obligé de se contenter de ce qu'on a. Mais il y a des gens quand même qui parviennent à pouvoir s'investir et à tirer donc profit du métier qu'ils exercent. Comment s'épanouir dans un métier qui s'impose à nous? Ça sera donc la question du micro-trottoir. C'est dans quelques instants. Mais avant, permettez-moi de vous communiquer tout de suite le thème du jour. Coiffeur malgré moi. Aujourd'hui, je bénis ce métier. Tout de suite, on retrouve Dr Philo pour son avis. C'est parti. Allez-y. Alors, décide-moi, depuis hier, il n'y a pas de jingle. Hein? Donc là, moi, je vais créer mon jingle. C'est mon Navi. Quand je dis c'est moi, vous créez Navi. C'est mon Navi. C'est bien. Maintenant, là, alors, il faut être audacieux. Voilà, donc, quand on dit malgré mon métier de coiffeur, je vais dire que je bénis ce métier. Je vais dire que la jeunesse est là. Ce thème est le bienvenu. C'est pour vous dire que c'est ça, en fait. On dit malgré. Nous-mêmes, là, on est sur la terre, là, même, là. C'est malgré nous-mêmes. Qui a demandé à venir sur cette terre? Donc, on est malgré. C'est à nous-mêmes d'utiliser. On est quand même heureux d'être là. On est heureux d'être là, mais Dieu nous a imposé cela. Qui a devenu... Attends, c'est notre malgré là qu'on doit transformer en bien gré. Attention. Voilà, c'est ce que je... Monsieur, quand je vous dis... Non, attendez. J'aime beaucoup la pratique. Monsieur, quand vous étiez à l'école primaire, quand vous demandez qu'est-ce que vous devez devenir plus tard, vous disiez quoi? Tout simplement un président. Président. Mais les présidents font très beau. Voilà, donc c'est comme ça. Voilà. Voilà.
Nous tous, à l'école primaire, quand on vous demande tu veux devenir quoi plus tard, on dit je vais être président de la République. Si tout le monde devait devenir président de la République, il n'allait pas être président de la République pour un pays. Généralement, c'est les femmes qui sont pas, excusez-moi, qui sont pas trop ambitieuses. Moi, le jour qu'on m'a demandé, je vais devenir quoi, devenir président de la République, ma voisine, quand on lui a demandé, elle dit non, je vais devenir le mari de mon voisin. La femme. La femme de mon voisin. C'est la chose qui arrive. Voilà, donc ça vous dit que Dieu, il place les gens, c'est-à-dire, son malgré, nous, on devrait transformer ce malgré-là en bien gré. Et puis, le métier, on ne choisit pas n'importe quel métier, et Dieu, il peut te donner un métier, et puis tu n'as pas réussi là-dedans. Tu ne peux pas être technicien, genre, derrière les bâtiments, électricien des bâtiments, c'est toi qui es en haut des maisons en train de placer courant. Et puis, excusez-moi, mais tu as une grosse tête. Quand tu tombes ce jour-là, tu fais une chute, mais ça fait double charge. Non, mais c'est ça. Attends, sois sérieux. Tu ne peux pas te mince comme ça, fouin. C'est toi qui pèses 25 kilos, et puis tu es parachutiste. Tu vas te pète dans l'espace, on va plus te voir, tu vas pas descendre. Il faut mettre une masse. Merci beaucoup. Il faut avoir une masse, car je veux dire que le métier de coiffeur, c'est très bon. C'est très bon, même si ça s'impose à vous, tout s'impose à nous, il faut l'accepter. Surtout que c'est un même métier qu'on exerce avec des outils tranchants. Et quand vous utilisez l'outil tranchant, quand tu l'utilises très bien, c'est-à-dire, vous coupez bien. Quand vous coupez bien, c'est l'argent qui vient, c'est les débuts que vous amassez. Infiniment, docteur Philo. Et voilà, notre invité se nomme Zécré Emmanuel. Son portrait tout de suite avec Ange Gobo. Tout bascule pour notre invité du jour en 1990. Son père est renvoyé de son service. Aîné d'une famille de 17 enfants, comment faire devant une telle situation? Les jours qui ont suivi, la famille se retrouve à la rue. Plus de moyens pour payer le loyer. À 21 ans, il abandonne ses études pour soutenir son père qui subissait les pires humiliations. Aujourd'hui, celui qui arrive sur le plateau du CIMIDI est un homme totalement transformé. A-t-il réussi sa traversée? Comment vit-il aujourd'hui? Ne zappe surtout pas. Avec Caroline, on aura toutes les réponses. Et voilà, comme je le disais, notre invité se nomme Zécré Emmanuel. Il est coiffeur professionnel, enseignant en esthétique et coiffeur, président de l'ONG Boss Coiffure Formation. Merci donc de le recevoir avec des ovations bien riches. Monsieur Zécré Emmanuel, il pourrait être placé, on va dire, au titre des personnes dégourdies de ce pays, vu son parcours que nous allons égrener dans quelques petits instants. Bienvenue sur le plateau de ce midi. Merci beaucoup. Nous allons partir alors pour le micro-trottoir. Comment s'épanouir dans un métier qui s'impose à nous? Retrouverons à présent Paterne. Peut-on s'épanouir dans un métier qui nous a été imposé? Pas tout ce qu'on a envie de faire dans sa vie qu'on fait. Voilà, donc dès que quelque chose s'impose à vous, il faut s'y mettre. Il faut y mettre la volonté. Et puis bon, avec la volonté, avec un peu de passion, je crois qu'on peut s'épanouir. Tout dépend de toi. Si tu es courageux, c'est l'effort qui paye, c'est l'effort qui paye. On peut pas, ça dépend de votre volonté. Si vous aimez vraiment ce métier, vous pouvez réussir. Mais si vous n'aimez pas, vous n'allez pas y arriver. Donc c'est ce que moi je pense, quoi. Si tu n'aimes pas ce métier, tu ne peux pas évoluer dedans. Tu ne peux pas réussir. Mais quand tu aimes le métier, avec le temps, tu vas apprécier le métier. Et puis bon, tu pourras réussir dedans. On peut entreprendre une activité qu'on n'a pas déjà choisie parce que vouloir déjà c'est pouvoir. À moins que vous vous investissez corps et âme avec tous les moyens qui l'accompagnent pour pouvoir mener à bien cette activité. Mais si vous n'êtes pas prédisposé psychologiquement et mentalement pour mener à bien cette activité, il va falloir que vous n'aurez pas l'ambition même de pouvoir mener à bien cette activité. Déjà même, il faut que vous donniez les moyens nécessaires pour pouvoir atteindre vos résultats. Quand on, en plus de manquer d'entrepreneuriat, donc s'investit dans un métier qu'on n'a pas choisi, à mon avis, c'est l'échec accompli. Je ne donne pas beaucoup d'espoir dans ce genre d'entreprise-là, c'est sûr. C'est possible de réussir un métier qu'on n'a pas choisi. Tout est une question de se fixer à nouveau un nouvel objectif et puis de chercher à l'atteindre. C'est tout. Parce que le métier qu'on veut faire ou bien le métier qu'on choisit, ce n'est pas forcément dans ce métier qu'on réussit. Mais tout est une question de réadaptation de l'esprit. J'aime bien la qualité du micro-trottoir avec des avis divergents. Alors, Monsieur Zécré, ça va? Oui, ça va. Vous n'êtes pas intimidé par le plateau, non, par la lumière, tout ça? Non, pas du tout. Vous avez vu dans votre vie des vertes et des pas mûres, hein, n'est-ce pas? Alors, Ange le disait si bien, vous avez été contraint d'abandonner les études après le licenciement de votre père. Dès lors, qu'est devenue votre vie? Je salue ici tout le monde présent. Et puis,
Ça n'a pas été vraiment facile. Le licenciement de mon père, ça m'a vraiment joué un grand effort de couragement. Au fait, quand mon vieux a été licencié à 90, quand j'ai annoncé cette nouvelle, j'ai pleuré toute une nuit. J'ai pleuré parce qu'on était 17 enfants et puis je suis l'aîné des 17. Alors on renvoie ton père sans préavis. Ah, ça, c'est un parcours de chemin. Alors j'ai décidé de voir mes petits frères. En ce moment, il y avait les peignes à lame qui étaient à la mode, où tous les jeunes coiffeurs dans le quartier. Alors, je les ai approchés. Là, on se situe dans les années 90. Hein. Oui, ça c'était dans les années 90. Je les ai dit, mais voici notre situation. Ils ont renvoyé le vieux, on fait comment? On était dans une maison qu'on payait à 15 000. Dès l'instant où le monsieur a attendu qu'ils ont renvoyé le vieux, il dit, ah, j'ai mon enfant qui va venir prendre la maison, alors je vous donne 6 mois pour sortir de la maison. Je pardonne le monsieur pour dire que moi, je prends la responsabilité de payer la maison. Il dit, non, mon fils, il faut laisser. Il faut laisser. Alors là, j'ai dit à mes petits frères, on fait comment? Alors je prends mes deux courages à main et puis je vais dans un quartier moderne où je construis une baraque. Moi-même, parce que je n'avais pas les moyens, je construis une baraque. Et puis avec cette baraque, j'ai dit maintenant à mes petits frères... Mais comment vous arrivez à construire la baraque sans moyens? Non, j'avais un ami qui avait son maquis. Juste à le voir, parce que son maquis ne marchait plus, il avait abandonné tout à fait ses choses, ses bois à côté. Juste à le voir, il dit, ah, ils ont renvoyé mon vieux. Alors, s'il te plaît, donne-moi tes matériels. Alors, lui, franchement, il n'a même pas hésité, il m'a dit, prends. Je suis parti. J'ai appelé un de mes petits frères qui était proche de moi, il a dit, bon, allons-y, on va essayer d'aller construire ma baraque. Et puis nous sommes partis, on a construit la baraque, prétendant qu'eux, ils allaient venir de vos propres mains? Oui, oui. J'ai même gardé le marteau. Je n'ai même pas envoyé le marteau. Et puis encore, ce qui était surprenant, ce n'était pas un vrai marteau, c'était un fer courbé, comme ça. C'est ce qu'on a pris, on a construit. Mais je vous dis que la baraque n'était pas en bon terme, la baraque était comme ça. Quand il pleut... Puisque ce n'est pas des professionnels. Oui, ouais, ce sont les ça professionnels. Ça a été fait par des professionnels. Non? Alors, quand il pleut, on ne peut pas s'arrêter. Quand il y a des clients qui pleut, les clients s'arrêtent d'un côté. Et puis... Alors, petit à petit, on a commencé à travailler. Mais mes petits frères ne venaient plus. Ils doivent d'abord chercher eux, pour se nourrir dans la journée, coiffer leurs camarades, avoir 500, avoir 300, avant de venir coiffer. Et ce qui vous a le plus révolté, je veux dire, c'est le retard. C'est le retard qu'ils accusaient, parce que vous étiez là plus tôt, mais eux, ils traînaient les pas, ils étaient là à 10h, 11h, oui. Et vous perdiez des clients. Oui, effectivement. Alors un jour, j'ai pris mon courage à deux mains, il y a un jeune qui est arrivé, il dit, est-ce que tu peux me coiffer? Il dit, il n'y a pas de problème. Il s'est assis. Je ne sais pas comment faire. Comment réellement attraper le peigne et la lame. J'ai tremblé là-dessus. Mais quand même, j'ai essayé. Mais le premier coup, je l'ai blessé. Il me dit, tu me blesses. J'ai dit, calme-toi, ça va aller. Ça va aller. Je remets le deuxième coup. Je refais le deuxième coup et le blesse. Je prends maintenant la paire de ciseaux, la deuxième option, et puis je commence à couper maintenant les cheveux au plus bas. Pardon, hein, je vais poser la question à Dr Philo. Philo, tu arrives chez un coiffeur, il te blesse une première fois. Il te dit, ça va aller. Une deuxième fois. C'est quoi ta réaction? Le temps même, il va se retourner pour essuyer la lame, mais je ne suis plus là. Je peux pas. Allez-y. Oui, et puis, je coiffe au plus bas. Mais pendant que je coupais ses cheveux, j'avais mes yeux derrière pour voir si mes petits frères, s'il y avait un qui devrait vite arriver. À ma grande surprise, il y a un qui arrive. J'ai fait un soupir. Il vient, il prend la relève. Je suis là maintenant, je le regarde. Comment réellement il coiffe? Il finit le client. Et puis nous sommes là. Le lendemain, je me lève et dis, mais je ne peux pas tout y rester comme ça. Je me mets maintenant à Djamé. Je cherche un coin où les gens payent les tondeuses mécaniques des Anagola. En ce moment, ça coûtait 2500. Je me paye 2. Et puis je viens, je m'assois maintenant. Quand il y a un client qui vient qui ne soit pas encore arrivé, je rase la tête de la personne. Sans modèle. Mais le plus mieux que je ne le blesse pas. Alors, je rase sa tête. Et puis, quand eux, ils arrivent, je suis tranquille, je les regarde. Et puis, je vois un peu comment eux, ils coiffent. Et puis, c'est comme ça, au fur et à mesure, j'ai été professionnel dans ce truc. Un jour, j'étais là, et puis, il y a un client qui est arrivé. Il dit, non, je veux que votre grand frère me coiffe. Il dit, ah, c'est que là, c'est bien fort. Wow.
Comme on le dit, il y a un proverbe africain qui dit c'est poussin qui devient coq. Voilà. Donc, tout doucement, il a commencé tout petit, il a balbutié, il a tergiversé, mais il a fini quand même par devenir professionnel et même meilleur par rapport à ses frères qui étaient déjà dans le métier. Alors, de fil en aiguille, comment les choses vont se passer? De fil en mesure, et puis ce qui était aussi surprenant, tout le monde m'attendait à la maison. Quand je ne viens pas, on ne mange pas. Alors, qu'est-ce que je faisais? Ce que je gagne, je donne à ma vieille. Je dis, maman, prends ça. Tu vas nourrir la famille, il faut garder. Alors, au fur et à mesure, ça marchait. Je gagne maintenant les 15 000, les 20 000, tout ça là. Par jour, oui. Oui, dans la baraque. Je faisais à 300, 200, mais il quitte là-bas à minuit. Mais vous étiez cher à l'époque avec le Lamster 25? Non, après, il a acheté une tondeuse. Hein. Ouais, j'ai fait la tondeuse. Il a acheté une tondeuse. Caroline, ce qui voudrait dire que vous étiez... C'est vous qui avez la charge des 17 enfants, oui. Votre père et votre mère. Oui, effectivement. C'était moi qui avais la charge et puis je les nourrissais avec la coiffure, le peigne à l'âme. C'était comme ça. Alors, chaque jour que Dieu fait, ce que je gagne, je dis, maman, tiens. Alors, à la rentrée comme ça, maman me dit, mais ton aile est un peu beaucoup. Hein. Elle me dit, c'est 200 quelques minutes. Mais je dis, mais maman, mais il faut prendre ça pour mettre les enfants à l'école. Ça, c'est un vrai grand frère. Franchement. Responsable. Mais entre-temps, je veux savoir, est-ce que vos parents ont eu entre-temps des activités? Non, personne ne travaillait. Personne ne travaillait. Et maman puis... avait quand même un petit commerce. Non, maman faisait son petit commerce, mais ça ne pouvait pas véritablement nous aider. Parce que, parce qu'il y avait trop de soucis. Ce n'était pas suffisant. Ce n'était pas suffisant, il y avait trop de soucis, mais c'est lorsque j'ai commencé... Papa ne faisait plus parce qu'il était découragé, parce qu'il n'a pas eu de... Il n'a pas eu son argent, tout ça. On ne lui a rien donné. 5 francs la Sotra, lui a rien donné. C'est de l'injustice. Franchement, c'est... Allez-y, alors, dans le thème de cette émission, il y a une expression qui est très importante, c'est que vous êtes devenu coiffeur malgré vous. Alors, bien avant, quels étaient les rêves qui se trottinaient dans votre tête? Vous rêviez de devenir quoi? Oui, avant que je ne devienne coiffeur, je voulais devenir docteur, soigner surtout mes parents. Médecin. Voilà, médecin, soigner surtout mes parents. Parce qu'on dit, dans la vie, quand on part te mettre au monde, il faut faire une relève des parents. C'était ça ma priorité. Et puis, ne pas voir ton père souffrir, ne pas voir tes petits frères souffrir. Dans le quartier, ça, je n'ai jamais aimé cela. Alors, dès l'instant où mon père a été renvoyé, je dis, bon, OK, je vais mettre la hauteur, la balle haute. Et puis, c'est ce que j'ai fait. Et je veux dire, vous avez donc la baraque, vous commencez à gagner de l'argent qui sert à scolariser vos petits frères. Comment est-ce que vous évoluez dans votre domaine? Oui, alors, quand j'ai fait la baraque et puis ça marchait très fort, j'ai dit, mais je ne vais pas tout rester dans la baraque. Il faudrait qu'il fasse un salon moderne. Et puis c'est comme ça, j'ai allé prendre un local. Mais je vous dis encore que quand j'ai allé prendre le local, le monsieur me demande, qui veut prendre le magasin? Il dit, c'est moi. Il me dit, mais toi, tu as les moyens? Il dit, il n'y a pas de problème. Il me dit, c'est quoi? Il me dit, 2 mois de courant, 2 mois d'avance. Il dit, il n'y a pas de problème. Il me dit, mais tu envoies ça quand? Il dit, demain. Je vais voir maman, il dit, maman, il faut me donner l'argent, je vais essayer de prendre un local. Et puis il me dit, non, mais c'est cher, il dit, maman, ça, je vais gagner l'argent, il faut laisser. Et puis il vient le lendemain avec les 200 000, et puis je donne au propriétaire, mais il était vraiment surpris. Mais où je vous dis aujourd'hui, ça fait 20 ans que je suis là, je ne le dois pas 5 francs. Je suis devenu même son fils. Je suis venu même son fils. Vous êtes toujours dans son local? Je suis toujours dans son local. Tous ceux qui viennent s'en vont, mais moi, je suis toujours là. Alors, il prend tous les exemples sur moi en disant que ce monsieur, cet enfant, je ne croyais pas à lui. Mais c'est lui qui est devenu mon meilleur père. Tu vois. Il vous a arrangé en plus 2 mois caution, 2 mois d'avance. Ce qu'on constate aujourd'hui, on parle même de précaution, de caution, de avance, tout ça. Donc, lui au moins, vous a arrangé. Alors, les Américains disent en général « turn your passion into profession ». Transforme ta passion en métier. Est-ce que vous avez... Alors, est-ce que vous avez... C'est vrai que dans votre histoire, on n'est pas dans les mêmes directions. Vous êtes arrivé dans ce métier, disons, par l'obligation des circonstances. Est-ce que vous avez eu le sentiment aujourd'hui que votre métier est devenu une passion? À quel moment vous avez ressenti ça? C'est lorsque j'ai commencé à coiffer moi-même, j'ai commencé à prendre le taureau dans la main. Parce qu'on dit que quand tu n'aimes pas quelque chose, tu ne peux pas faire une créativité. Il faut d'abord aimer pour faire une créativité. C'est pour cela que j'aime surtout la chanson de Claire Bayan en disant qu'il faut bien faire ce que tu aimes. Ce que tu aimes. Il faut bien faire. Parce que
quand tu n'aimes pas, tu ne peux pas avoir une créativité. Or que c'est quand tu aimes, tu crées. Voilà, alors c'est vraiment ça. Et vous êtes vraiment épanoui dans ce que vous faites, dans ce métier de coiffeur. Et je veux dire que ce qu'on peut retenir dans votre histoire, c'est que vous avez été très organisé, très sérieux et très honnête avec vous-même et avec votre famille. C'est-à-dire que vous n'avez pas gaspillé l'argent que vous avez gagné. Vous avez eu un premier salon de coiffure. Et selon l'histoire que vous nous avez racontée, votre frère continuait dans la première baraque. Oui. Et chaque fois, il vous rapportait de l'argent. Donc là, vous aviez maintenant 2 sources de revenus. Comment vous gériez cet argent-là? Voilà, ok. J'ai laissé mon petit dans la première baraque et puis je suis venu dans le salon moderne. Alors, je lui disais chaque fois, quand il travaille, de venir me verser l'argent. Alors, quand il vient, il me dit, oh, grand-père, ça n'a pas marché. Voici 1000 francs. Un jour, il vient, il me dit, grand-père, ça n'a pas marché. Donne-moi 1000 francs, j'allais jouer PMU. J'ai dit, tu es sûr que tu vas gagner? Il dit, non, grand frère, il va fiasco. Un jour encore, il vient, il me dit, grand frère, pardon, j'ai rêvé cette fois-ci. Cette fois-ci seulement, j'ai rêvé. Je vais gagner. J'ai dit, ok, c'est pour ne pas me donner les 1000 francs, c'est pour cela. Prends. Il s'en va. Le lendemain, vers les 10 heures, il m'appelle. Il dit, grand frère, on dirait que j'ai gagné. Prends le numéro et puis va voir à la caisse. Je m'en vais, je montre le numéro, on dit, il faut aller au plateau. Je m'en vais au plateau, on dit, il faut aller en zone 4. C'est que ça sent bon. Oui. Vous avez gagné combien? On a gagné 9 333 000. Et qu'avez-vous fait de cet argent? Oui, tout cet argent, j'ai essayé de construire une maison. Mais avant ça, moi-même, j'avais déjà près de 4 millions sur mon compte. Ah. Combien d'années d'exercice après? De 92 à l'an 2010. Non, à l'an 2012. Mais dans les environs de 92 à 96, c'est là surtout que la chance a commencé à venir. Mais il y a un point important que vous n'avez pas mentionné, c'est-à-dire que vous ne vous êtes pas limité à la coiffure. Non. Oui, effectivement. Alors, je coiffais un monsieur qui travaille à Côte d'Ivoire Télécom. Il est venu et puis m'a dit, mais mon petit, est-ce que toi, tu n'as pas besoin de faire le commerce de téléphone? Il dit, si, ça m'intéresse. Il dit, bon, si c'est comme ça, donne-moi tes papiers, je vais aller faire un abonnement pour toi. On ne va pas donner tous les détails. Tout voilà, ce qu'on peut retenir, c'est que vous aviez une cabine là, au sein même du salon de coiffure, qui vous rapportait vraiment gros. Qui me rapportait vraiment gros. Qui me rapportait vraiment 100 000 francs par jour, 150 000 par jour. À l'époque. J'étais le seul. Voilà. J'étais vraiment le seul dans l'environnement. J'étais le seul. Alors les gens s'alignaient. J'ai quitté là à minuit. Alors j'ai gagné beaucoup d'argent. Et ça vous a permis d'avoir un deuxième salon de coiffure moderne? Oui, ça m'a permis d'avoir un deuxième salon de coiffure moderne. Et puis ça m'a permis même d'acheter un baka, de faire aussi un hôtel à boiter. Tout ça là. Au niveau de la loterie, on veut vite fermer la parenthèse, voilà, parce que là n'est pas forcément le sujet, ce n'est pas l'argent de la loterie qui vous a permis d'être épanoui, mais seulement la seule leçon qu'on pourrait tirer, on va dire, de cette histoire-là, c'est que lorsque vous avez de la volonté, lorsque vous travaillez honnêtement, cela attire non seulement les faveurs de la nature, même du hasard. C'est ce qu'on peut retenir. Alors, Jean-Michel voulait poser une question. Alors, moi, ma question, elle est dirigée sur... Enfin, je voudrais savoir que sont devenus vos 16 autres frères et sœurs. Franchement, tout le monde travaille. La dernière travaille aujourd'hui à la mairie de Bassam. Sinon que tout le monde travaille. C'est super. Elle est en sécurité là-bas en ce moment? Alors, il y a papa qui était démoralisé complètement après avoir été licencié de manière abusive. Est-ce que votre exemple l'a inspiré lui aussi? Ou est-ce qu'il a gardé... Il est resté les bras croisés jusqu'à ce jour? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Papa vous voyant évoluer, prendre soin de la famille, devenir un modèle quasiment? Non, sinon que le vieux, quand il me voit, franchement dit, il utilise mon courage, il prend tout l'exemple sur moi, mais franchement dit, il est vraiment épanoui. Il est vraiment épanoui, il est là, quand il vient à Abidjan. Je lui ai même dit que de rester à Abidjan, mais il dit non, il ne peut pas rester à Abidjan. Alors, il fait la navette. Ça fait maintenant 2 jours qu'il allait même au village. Sinon, toujours. Est-ce que je peux me permettre d'être votre frère? Non, il n'y a pas de problème. Donc, Philo, il a 16 frères et sœurs. Laissez-moi faire à toi, mon frère. Il a 16 frères et sœurs. En plus, dans la boue, là. Et voilà.
C'est donc sur ces accolades chaleureuses que nous allons marquer une pause à cette émission. On part pour la pub. Rendez-vous dans quelques petits instants. À toutes. Et voilà, allez dire à tous vos voisins que ce midi est de retour sur RTI1. Les voisins qui étaient impatients de nous revoir, nous sommes là, nous sommes de retour et nous sommes prêts à vous servir le repas à partir de 12h00. Voilà, notre invité témoin est toujours là. Bel exemple de réussite. Il est parti de rien pour devenir aujourd'hui un homme accompli, un homme qui a réussi à porter toute une famille sur son dos, j'ai envie de dire, permettez-moi l'expression. Et il est là aujourd'hui pour nous témoigner de cette belle histoire, qui n'était pas belle, une histoire qui n'était pas belle au départ, mais aujourd'hui il la raconte avec beaucoup de joie. Monsieur Zécré, on est encore à vous. Et Jean-Michel est à vous parce qu'il a une très belle question à vous poser. Alors, Monsieur Zécré, avant tout, autant vous dire que je suis très admiratif de votre itinéraire. Et... non, pas du tout. Alors, nous vivons dans une époque où les conférences de motivation, les séminaires sur l'entrepreneuriat ont énormément de succès. Alors, vous n'avez pas eu besoin de passer par là. Mais est-ce que vous avez eu un mentor? Est-ce que vous avez eu quelqu'un qui vous conseillait? Sinon, quelle a été, vous, votre stratégie? Quel est votre conseil à partager avec toute cette jeunesse qui vous suit aujourd'hui? Ok. Surtout, je n'avais pas personne qui me conseillait, c'est moi-même qui me conseillait. Parce que quand tu sais que tu es d'une famille pauvre, il faut te conseiller. C'est la vie qui vous conseille, les difficultés de la vie. Les difficultés, c'est ce que... Sinon, il n'y avait personne. Et puis, ce que je vais dire à la jeunesse de maintenant, d'être courageux. D'être très courageux. De ne pas avoir honte. Ne pas avoir honte. Ne pas avoir honte. Tout ce qu'on fait sur cette terre se paye. Ça veut dire que tu peux vendre le sable et puis bien faire et gagner pour toi. Tu peux vendre du charbon, bien le faire et gagner pour toi. Tu peux vendre du garba, bien le faire et gagner pour toi. Alors, il ne faut même pas qu'il ait honte. Le métier paye. Aujourd'hui, moi, je suis fier. Quand je passe, je suis fier. J'ai fait tout ce que je veux, tout ce que je veux. J'ai fait tout ce que je veux. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de quelqu'un pour qu'au moins je puisse faire ce que je veux. Je n'ai jamais travaillé dans une entreprise depuis que je suis né. J'ai travaillé pour moi-même. Je ne sais pas comment réellement on crie sur quelqu'un ou bien on commande quelqu'un. Non, vous savez plutôt crier sur les gens. Non, moi, je ne crie pas sur les gens. Moi, chez moi, je n'écris pas, je donne des conseils. D'accord. Je donne des conseils pour dire, si tu veux vraiment arriver, il faut suivre mon exemple. Je donne toujours mon exemple pour dire, moi, j'ai souffert. J'ai mangé du pain godio. Mes parents mangeaient du pain godio. Ça veut dire que chaque jour, quand nous, on le pain godio, c'est le pain sec. Le pain sec avec du sucre seulement. Avec du sucre. On prend, on mange. Alors, il ne faudrait pas que ça soit leur cas. Alors, d'être courageux et de bien regarder le métier. Il y a des gens qui ont duré avec moi, qui ont fait 8 ans, qui ont fait 5 ans, tout ça. Alors, ce sont des conseils que je leur produis chaque jour. Alors, j'aimerais que ces jeunes prennent l'exemple comme ça, et d'être courageux. On peut dire qu'il est aussi bon manager. Alors, le doyen, bienvenue Neba. Ce que je voudrais dire à Zécré, c'est ça, hein? C'est Zécré Bédé Emmanuel. C'est qu'il est un vieil homme dans une peau de jeune. Le bonheur ne se construit pas. Le bonheur se construit. Il ne s'obtient pas gratuitement. Oui. Et ce que je remarque aussi, et ça je vous le dis, nous sommes tous dotés de talent. Il faut seulement le repérer et le cultiver. Le souci de Zécré était de faire en sorte que son père ne meure pas de chagrin et que ses parents puissent survivre. Ça, c'est source de bénédiction. C'est pour cela que de la coiffure, il a pu aller de la coiffure, j'allais dire improvisée, de coiffeur, de la situation de coiffeur improvisé, il a pu arriver aujourd'hui à un coiffeur épanoui. Et professionnel. Professionnel que nous avons devant nous. En tout cas, ce que je peux lui dire, c'est bravo. Merci infiniment. Merci infiniment, doyen. Bienvenue, Neba. Et c'est sur ces mots que nous allons recevoir à présent Paulus pour les réactions du web. Merci de le recevoir avec des ovations. Vos réactions nous intéressent avec Paulus Agathon. Paulus sur les réseaux sociaux.
Bonjour Caroline. Bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs. Ben, les internautes sont contents comme depuis hier du retour de Oui, ce midi. ils sont contents. Et hier, je regardais la télévision, la rediffusion avec une jeune fille. Elle m'a dit, ah, celui-là, il me plaît. Enfin, je dis, ça commence bien. Ça commence bien. Ben, c'est bien, peut-être qu'elle me plaît aussi. Non. Allez, on redevient plus sérieux. Alors, vous savez, la RTI, on peut nous regarder partout dans le monde entier via l'application RTI Mobile qui est disponible en téléchargement gratuit sur Play Store et App Store. Et justement, on a des Ivoiriens qui sont à l'étranger qui saluent le retour de ces midis. On a par exemple Ladji Diarasuba qui regarde l'émission de la France. On a Tierno Koulibaly qui nous regarde de la Guinée-Conakry. Voilà, donc bien de choses à vous. En termes de réaction concernant l'intervention de l'appel à témoins, on a Herman Liaison Kainon qui dit Gowou a été blanchisseur. On connaît tous son succès. Donc, c'est pour te dire qu'on peut partir de rien pour devenir quelqu'un un jour. Donc, c'est possible si on le veut. Donc, il faut que tu sois heureux et épanoui dans ce boulot. On a aussi Henri-Joël Quadio qui dit la vie est une succession d'événements aussi bien heureux que malheureux. Donc, il ne faut jamais baisser les bras et quelles que soient les épreuves, il faut toujours aller de l'avant. Une question de Frédéric Yao. Il dit au départ, vous n'étiez pas passionné de coiffure. Donc, on peut dire que vous n'aimez pas le métier. Partant de ce constat, qu'est-ce que vous avez à dire à ces personnes qui disent que quel que soit ce qu'il arrive, il faut toujours rester accroché à ce qu'on veut faire? Oui, ce que j'aimerais vraiment dire, c'est qu'au début, je n'aimais pas, mais finalement, j'ai commencé à aimer le métier. C'est ça qui est important. Voilà, parce que ce n'était pas vraiment ma passion. Mais finalement, l'appétit a fait que je suis L'appétit est venu en mangeant. Et moi, je crois que vous êtes devenu le médecin par excellence que vous rêviez d'être pour vos parents parce que vous les avez soignés financièrement. Voilà, ça c'est très important. C'est un gros médicament, l'argent. Je voudrais simplement dire que je connais une situation comme ça. Un jeune qui est arrivé à l'école, qui voulait devenir professeur de dessin. Et quand il est arrivé par erreur, on l'a envoyé en musique. Il a fait tout un drame, il ne voulait pas. Et sur le conseil de certaines personnes qui étaient là, on lui a dit, écoutez, il faut faire quand même ton année, puisqu'il faisait la seconde, fais ton année, et en fin d'année, on va te changer, on va te donner la bonne orientation. En fin d'année, quand on l'a appelé, il a dit, non, ça va. Parce qu'il était premier de l'autre côté. Aujourd'hui, ce jeune homme est inspecteur d'enseignement musical depuis une quinzaine d'années. Belle histoire. Merci beaucoup pour ce joli témoignage. Merci infiniment, Paulus. Je t'en prie, Caroline, et je continue comme toujours de donner rendez-vous à nos téléspectateurs sur la page Facebook C'est Midi ou à mentionner le hashtag dièse C'est Midi dans leur publication sur Facebook ou Twitter. Merci. Et pour la jeune demoiselle là, dont Caroline a parlé, c'était une blague. Il est jaloux. Merci, Paulus. Et voilà, nous avons pratiquement terminé. Alors, ce qu'on sait, c'est que vous êtes aussi président de l'ONG Boss Coiffure Formation. Comment c'est arrivé? Au fait, la souffrance que j'ai menée, je ne voudrais pas que les jeunes de maintenant qui veulent vraiment apprendre ce métier en souffrent aussi. Alors, tout de suite, je crée une ONG. Mais pourquoi j'ai créé l'ONG? C'est qu'un jour, j'étais là et puis il y a une fille qui passait. Elle me dit qu'elle a vraiment envie d'apprendre la coiffure, mais quand je suis récemment, on lui demandait de l'argent. J'ai dit non, ce n'est pas la peine. Moi, viens, il faut venir apprendre chez moi. Tu apprends chez moi, après, je peux te trouver une situation. Mais les autres, ils avaient un peu peur. Parce que quand tu apprends que tu n'as pas les moyens, il faut donner un peu d'argent pour la nourriture. Mais moi, ils disaient que ce n'était pas un problème. Alors, c'est comment j'ai créé mon ONG pour surtout aider ceux qui veulent apprendre. Pour surtout aider ceux qui veulent aller hors du pays. Pour surtout aider ceux qui sont à l'extérieur du pays et qui veulent venir à Abidjan. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes chez moi. J'ai au moins 4 personnes, 5 personnes chez moi qui viennent, mais qui descendent d'abord chez moi. Et puis, je leur trouve un logement. Par exemple, les filles, elles habitent un peu ensemble. Je leur trouve un peu des logements. Et puis, maintenant, elles s'en vont. Mais je suis surtout dans le domaine de la coiffure. Quand tu veux vraiment apprendre la coiffure, tu m'appelles, il n'y a pas de problème. Partout. C'est gratuit. C'est gratuit. Merci, très rapidement. Je voulais rebondir sur ce que vous avez dit. Vous avez commencé en tant qu'autodidacte, d'accord? Donc, vous n'avez pas suivi de formation. Est-ce que par la suite, vous avez eu une formation? Oui. Finalement, j'ai suivi beaucoup de formations en zone car il y avait des Américains qui étaient venus, qui ont lancé une formation. Je suis allé. Toutefois, où il y a eu une formation, je suis toujours prêt. Parce que je veux toujours m'améliorer. Joli
Joli témoignage édifiant, témoignage inspirant. Alors, il y a deux choses qu'on pourrait retenir, deux lois, je dirais. La loi du donner et du recevoir, mais la loi aussi de la semence et de la récolte. Voilà, je pourrais résumer à cela, mais en même temps, on note sa persévérance, sa foi et surtout sa capacité et son sens de l'organisation. Monsieur Zécré Emmanuel, on vous remercie d'être venu sur le plateau de ce midi. Le public vous raccompagne et pendant ce temps, nous retrouvons donc notre très chère amie Marie-Paul Adjé, ses mots d'info, c'est tout de suite. C'est mots des beautés avec Marie-Paul Adjé. Quand vous avez une mémoire photographique, c'est comme cela. Vous notez sur votre papier ces mots d'info, après... Moi, ça me mélange. Ne vous inquiétez pas. Ces mots des beautés. Merci voilà, Caroline. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver, mes amoureux de mode et de beauté. Pendant ces vacances, j'ai été en France à la rencontre d'un jeune humoriste talentueux qui a égayé nos vacances avec ses idéologies par-ci, ses attentats par-là. Je suis sûre que ça vous dit quelque chose. Il a même effectué un relooking sur moi. Il a eu à me relooker. Franchement, c'est à voir maintenant. Alors, comme vous le savez, la mode se démode, le style jamais. Nous avons avec nous aujourd'hui un invité et pas n'importe lequel, Excès qui va nous parler aujourd'hui de son style vestimentaire que vous ne comprenez peut-être pas, mais vous allez comprendre tout de suite. Coucou Excès. Bonjour Marie-Paul. Comment tu vas? Je vais très bien, merci et toi? Alors, on va d'abord te laisser l'opportunité de te présenter. D'accord. Et puis par la suite, on parlera de ton style. D'accord, il n'y a pas de souci. Bah, c'est Excès à l'état civil, Sacré Nyamaka Dominique Stéphane Emmanuel. C'est un peu long. Ah ouais. Et on a l'habitude de m'appeler Excès parce que dans les vidéos, je suis en excès. Et le surnom même Excès, c'est un surnom que un de mes meilleurs amis m'a donné. Et il a trouvé que ma personnalité est tellement en excès. Et voilà. Ça bien en plus. Bah oui. Et c'est pour ça que on m'appelle Excès en fait. Alors moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu penses que si tu n'as pas ce style vestimentaire, on ne te reconnaîtra pas? Oui, parce que c'est un style vestimentaire que j'adopte, dans mes vidéos. Enfin, j'essaie de choquer en fait pour plaire. Enfin, mettre un bob, colorer les lunettes, voilà, que tu as essayé, un chapeau, quelque chose qui choque. On dit mais lui là, pourquoi il fait ça en fait? Voilà, c'est pour ça. Oui, voilà, c'est ça. C'est pour ça que j'adopte ce style-là, vraiment pour faire rire. Et en effet. Voilà, ça marche en fait. Les bobs, c'est devenu ma marque de fabrique parce que quand j'avais commencé les vidéos, je ne mettais pas de chapeau en fait. C'est un jour, ce chapeau noir surtout, c'était un chapeau de ma tante et elle voulait le jeter. Et j'ai dit, mais attends, ce chapeau-là, non, il faut que je le prenne pour moi. Et un jour, j'ai mis le chapeau, j'ai fait des vidéos et tout le monde a commencé à rire. Tout le monde a dit, hé Stéphane, où tu as enlevé le chapeau et tout? Oui, où tu as enlevé ce chapeau et tout? Et après, j'ai enlevé le chapeau pour faire d'autres vidéos. Et c'est les gens qui me suivaient qui ont commencé à dire, mais où est le chapeau? Où est le chapeau? Ça fait que quand je poste une photo ou une vidéo sans chapeau, les gens se demandent, mais où est le chapeau? Où est le chapeau? Donc, je l'ai gardé et j'ai essayé de customiser, mettre d'autres chapeaux de d'autres couleurs. Et puis voilà. Alors là, nous avons fini de relooker Marie-Paul. Elle met le chapeau, mes chapeaux que j'appelle plainte. Voilà. Quand tu mets ce chapeau, ça veut dire que tu portes plainte. Une paire de lunettes décolorées de façon excessive. Un trench kaki avec une écharpe rouge sous forme de ceinture. Il faut bien serrer le ventre. Des chaussures dépareillées comme j'ai l'habitude de mettre dans mes vidéos. Et là, Marie-Paul est vraiment en excès, elle est tout en excès en fait. Moi, je vais rajouter mon écharpe. Pour moi, voilà. Avec mon chapeau et mes lunettes. Là, elle est excessivement esthétique. Ce fut un super moment mode avec mon invité Excès. J'espère que vous avez bien pris note pour le cours de style et de mode qu'Excès nous a donné. En attendant, nous, on vous dit idéologie et puis à bientôt.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je On se souvient de sa fameuse phrase, hein. La France a beaucoup souffert. Attentat par-ci, attentat par-là. Ça nous a fait trop marrer. En tout cas, moi, j'étais super sapée et je voulais même plus enlever la tenue tellement ça m'allait. Mais bon. Alors, je terminerai en remerciant Henri Boadu qui a réalisé cette vidéo. Merci beaucoup. Merci infiniment, Marie-Paul Adjé. Et voilà, notre randonnée se poursuit. Nous allons à présent aller pour les affairages. Voilà, c'est People. On retrouve Alissa Zena. Je dis, ce week-end, Miss Côte d'Ivoire 2018, lynchée sur les réseaux sociaux. Hein? On dit qu'elle porte des vêtements de marque, elle n'a pas l'argent pour acheter ça. Moi-même, la patronne, la directrice des affairés, je n'ai pas encore parlé, mes éléments sont déjà sur le terrain. Rentrez en caserne, rentrez. Là, je vais donner ma version des faits. Mais je dis, il y a quoi? Hein? On ne peut plus s'habiller comme on veut. La fille a porté sa petite jupe élevée. On dit la jupe coûte 1200 €. C'est-à-dire ça fait 780 000. Jupe, petite jupe qu'elle a portée. On dit c'est 780 000. Quand elle a porté sa jupe, elle a fait sa photo. Mais toi, tu es à la maison, tu as quoi? Elle a porté sa jupe, ça te fait mal? Hein? Elle a attrapé son sac. On dit le sac là, c'est 13 millions sur le site. Sac là, c'est 13 millions. Quand elle a attrapé sa chose, elle était à l'aise. Elle a sauté sa photo. Mais toi, tu as mal pourquoi? Eh, Jésus. D'où Jésus, tu as mal pourquoi? Ma chérie, pote, tu les as loupés. Demain, là, c'est chaussures, c'est sac, c'est un body. Tu viens, tu te cales comme ça, et puis tu fais ta photo. Ça va pas quelque part, c'est ton argent. Est-ce qu'on connaît tes sources de revenus? On sait où tu travailles avant de venir faire Miss Côte d'Ivoire? On ne sait pas. Pourquoi on va te juger? Hein? On ne peut pas te juger. Arrêtez, rentrez en caserne. Je lance l'appel. Rentrez en caserne. Rentrez. OK. Merci. Non, mais ça fait du bien. On reconnaît mon travail. Ça fait du bien. C'est la directrice des affaires qui a fait le son. Rentrez. Non, mais ça doit durer. Vos éléments avant qu'ils ne rentrent en caserne, seulement le lynchage, c'est pas forcément un léchage dans le sens négatif, je veux dire. Peut-être que quand on aime trop quelqu'un, tu portes quelque chose qui est trop cher. Jean-Michel, souvent, moi, quand il porte les cravates, je dis, Agrimoni, on est ensemble ici. La cravate qui est là, ça coûte cher. Je dis, ça dépend moins cher, un peu, donne-moi un peu, puis on peut évoluer. C'est des choses qui peuvent arriver. Connaissant mes éléments, je demande à mes éléments de rentrer au caserne. D'accord. Afin de suivre Fatima. Laissez. Voilà, je vais continuer avec Aya Nakamura, l'interprète de Jaja. Oh, Jaja, je suis pas ta kata, Jaja. Elle qui chante ça là. On dit elle soit Niska. Maintenant, toi, tu dis quoi? Ah, c'est qu'elle suit une photo qui circule. Vous voyez la photo que Aya Nakamura a postée sur son Snapchat. On voit le poignet d'un homme, il y a une montre. Le Charo aussi a posté la photo, c'est la même montre. Est-ce que c'est le même poignet? C'est qui? C'est même chose. Quelqu'un qui a ferré là, non? Il voit toujours le problème partout. C'est quand même quelqu'un de neutre va dire ça là, il n'y a pas de problème. Il dit, tu es sûr, il faut regarder. Il y a la couleur. Regarde là, c'est un peu clair. On dirait. Moi, je me suis abonné à son Snap, tout ça pour vous envoyer des informations. Mais depuis la Lago de Février dit, c'est que je suis toujours abonné. Quand je vais quitter ici, là, je vais répartir sur son Snap. S'il y a quelque chose là, ça va sortir parce que si tu souhaites quelqu'un, il faut qu'on dise toute la vérité là. On doit dire ça. Hein? On doit dire la vérité. Ah, c'est qui est sûr. On part aux États-Unis. Aussi. Bon. La nuit là. Mais les filles, moi, souvent, je vois 20 minutes pour la répétition. On n'a pas encore vu de photos, hein. On n'a pas encore vu de photos, donc on ne peut pas t'attaquer. On va terminer avec Selena Gomez, voilà. L'artiste américaine vit en ce moment un problème. Elle traverse vraiment une période très difficile. Son ex, Justin Bieber, s'est remarié. Enfin, il s'est marié. En temps, il était avec un gars aussi qu'il a quitté, qui est retourné à sa copine. Non, la fille va se demander, mais j'ai quel problème? Quand les gars viennent, quand ils me quittent, en même temps, ils sont se marier. Genre, moi, je suis trottinette. On monte dessus, et puis quand on descend à la gare, on se marie. C'est qu'en ce moment, elle est internée. On espère que tout va bien pour elle. Elle est vraiment gentille, elle est vraiment mignonne. Je la connais. Pour ceux qui me demandent, tu la connais ou tu dis elle est gentille, je la connais. Ça, c'est pas votre problème. C'est qu'elle sûr, on espère qu'elle ira bien et que tout va rentrer dans l'ordre. C'était les affairages du jour. Merci. On se retrouve mardi prochain. Merci, Zena. Zena est vraiment de retour, non? Oui. Ou bien Fan Club, c'est midi. Zena est de retour. Ouais.
signe son grand retour. La directrice des affaires, en tout cas, merci beaucoup. Et l'expression retourner en quinzaine. Retourner en quinzaine, bien sûr. Chef d'état-major. Rentrez. Merci beaucoup. Eh bien, nous sommes à quelques 4 minutes de la fin de cette émission. Mais avant, on va retrouver Jean-Michel Onin pour ses infos concernant le cinéma et les médias. C'est parti. Bonjour à tous, bienvenue. J'ai enquêté sur les films, les movies africains qui ont cartonné en 2018. Voici le résultat. Bienvenue à tous, chers cinéphiles, c'est la rentrée. Mais avant, faisons-nous un point sur les films africains qui ont attiré le plus de monde dans nos salles en 2018. On prend l'escalier avec Sylvia, le thriller nigérian de Daniel Oriahi. On y partage les bonheurs et papillons d'un couple inséparable jusqu'au jour où monsieur rencontre une bombe nommée Bémi. Et ça explose, ça tire, c'est du sang à l'heure, c'est Frappe, le gros film d'action du réalisateur ivoirien Andy Mello, qui nous raconte la mission presque impossible d'un commando ivoirien envoyé par Abidjan pour rapatrier ses ressortissants bloqués en pleine guerre centrafricaine. Parmi eux, la fille de la secrétaire de l'ambassadrice. Je vous avais pourtant demandé de ne laisser aucun Ivoirien derrière vous. On ne laissera personne derrière. Elle s'appelle Kamissa. C'est une réalisation de l'acteur ivoirien Guy Kalou, qui nous conscientise sur le phénomène aujourd'hui croissant des grossesses en milieu scolaire. Marie-André Bateau, dans le rôle principal, et sa bande de copains ont réussi à nous arracher quelques larmes. Je ne sais même pas pourquoi ils sont pressés comme ça. On voit toute l'émotion de Kadi Touré, car c'est elle qui récolte cette année avec son film L'Interprète 2, co-réalisé par Koné Olivier, la palme de l'affluence. Ingrédients du succès, monotonie dans le couple, infidélité, complot, crime, mensonge, casting béton, avec une actrice vedette pétillante, mais attention, malicieuse, stratège, parfois dangereuse. Toi, tu la fermes! Ok, c'est compris. Désolé, je me casse. Rendez-vous la semaine prochaine. J'ai vraiment aimé la chute. Toi, tu l'as fait. Bon, ok, je me casse. C'est bien, Jean-Michel. Voilà, tout ça pour regarder le sourire sur cette rubrique. Et bien, vous avez remarqué que dans ce classement, les 3 premiers films sont ivoiriens. Le 4e est nigérian. C'est dire que le cinéma ivoirien s'impose de plus en plus dans les salles à Abidjan. Des clameurs donc pour notre Babywood. On a des ressources. On est toujours en... allez-y. Oui, tout à fait, ma chère Caroline. On est toujours en pleine rentrée cinématographique et Omar Sy aussi vient de reprendre, disons, les classes. Un an après Knock, un film américain dans lequel il a joué. On le retrouve cette fois-ci dans Le flic de Belleville. Ça vous rappelle peut-être un film d'Eddie Murphy? Oui. Le flic de Beverly Hills. Bravo. Voilà, en tout cas. Alors, Le flic de Belleville est réalisé par Rachid Bouchareb, qui on doit les hors-la-loi, indigènes. Cette fois-ci, Omar Sy se glisse dans la peau d'un mec qui n'a jamais quitté son quartier, Belleville, et qui, après l'assassinat de son meilleur ami, se sent obligé de prendre sa place à Miami pour enquêter sur ces assassins. Voici les morceaux choisis. Un but montré à celui qui a le masque. C'est bon, j'y vais. C'est mon fils. Toi et moi, on fait une bonne équipe. Reviens ici tout de suite. M'oblige pas à courir, hein. Bouge pas. Vous connaissez Miami? Non. Vous allez adorer. C'est vous les Français? Oui, de Belleville. Ravi de vous rencontrer. Chez nous, tu n'es pas un vrai flic. Toi, t'es là pour observer, ok? Est-ce que t'es dingue? Tout est faux de moi ou quoi? Donc, j'ai pas le droit d'avoir un gun, j'ai ni le droit d'interroger des témoins. Vous profitez? Qu'est-ce que je peux faire alors? Rien du tout. Voilà. Bonne nouvelle aussi, franchement, Omar Sy, c'est une fierté pour les Blacks, c'est une fierté pour le continent, c'est une fierté pour... Moi, je l'adore. Il a tellement de charisme, même quand il est dans son rôle d'humoriste, franchement, il en jette. Il assure. Beau gosse, belle dentition blanche, gros talent et tout le reste. Là, c'est un homme qui a parlé, là. Oui, on termine. Et on termine par des félicitations, parce qu'Omar Sy va jouer encore pour poursuivre son aventure américaine. Il a annoncé dans le casting d'un film qui s'appelle L'Appel de la forêt. Il va jouer aux côtés du légendaire Harrison Ford. Donc, bon succès à lui. Et puis surtout, n'oubliez pas, ce film, vous pouvez le retrouver dans toutes les salles du cinéma. Jean-Michel, ça va, on se casse, on s'en va, ça va, merci. Et voilà, nous sommes à la fin de l'émission. Je voudrais saluer
La FESMA, l'association des femmes de Zosonkwa d'Anyama. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup, vous êtes belle, magnifique. Et j'ai adoré aussi la tenue jaune et blanc du fan club. C'est Miri. Merci beaucoup de votre présence. Et merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci à toutes les équipes qui ont travaillé à l'élaboration et à la réalisation de cette émission. C'était Caroline Da Silva pour RTI 1. À demain.